Si vous avez entre 18 et 55 ans, que votre situation professionnelle est stable en tant que salarié ou profession libérale, dans cette vidéo, je vais vous présenter de manière, j'espère, convaincante, chiffrée et originale, les 3 raisons majeures qui devraient inciter les plus sceptiques d'entre vous à changer votre perspective par rapport à l'investissement immobilier locatif. Et pour ceux et celles qui ont déjà investi, peut-être à augmenter votre envie d'investir encore plus vite. Je pense qu'il y a urgence d'investir dans l'immobilier locatif. Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, mais ça veut dire de ne plus repousser la date à laquelle vous allez enfin prendre action pour pouvoir ensuite vous acheter un premier appartement et le mettre en location. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et surtout qu'elle vous sera utile. Pour la garder en mémoire, je vous invite évidemment à lui donner un like ou voire mieux encore de vous abonner à ma chaîne, car c'est là que j'y publie toutes les vidéos autour de la gestion du patrimoine personnel. Pour tout vous dire, en regardant une étude que j'ai trouvée sur Internet, une étude de 2012, publiée par Scandia et qui a commissionné un cabinet d'analyse, d'expertise marketing et de la population européenne autour de qui sont les millionnaires. Vous trouvez la définition là à l'écran. Il y a 2 enseignements que je voulais partager avec vous. Le premier enseignement, c'est que, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, les millionnaires ont utilisé 4 véhicules d'enrichissement. Le premier, c'est leur emploi. Le deuxième, ce sont les investissements financiers et immobiliers. Le troisième, ça peut faire sourire, mais ce sont les héritages et le mariage. Et enfin, ce sont tous les créateurs d'entreprises qui créent une entreprise à succès, évidemment. Il ne s'agit pas d'être un artisan, mais d'avoir une entreprise qui a une croissance assez phénoménale. Le deuxième enseignement, c'est que, comme vous voyez, la totale ne fait pas 100%. Ça veut dire qu'ils ont utilisé plusieurs véhicules d'enrichissement pour être millionnaires. Millionnaires, c'est-à-dire soit un patrimoine supérieur à plus d'1 million d'euros hors résidence principale, ou soit qu'ils ont des revenus très importants qui tombent tous les mois. Pourquoi je vous parle de ce sujet-là? C'est qu'on est en décembre 2019, en tout cas à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, et j'assiste, moi, comme vous d'ailleurs, à un bras de fer entre d'un côté à gauche les syndicats et à droite notre chère force gouvernementale, autour de quoi? D'un système de retraite par répartition. Donc, c'est-à-dire que les actifs payent pour les retraités. Vous ne payez pas une cotisation d'assurance retraite pour le futur, vous payez pour payer les pensions de ceux qui sont déjà à la retraite à l'instant où nous parlons. Donc, nous ne voilons pas la face. Ce système de retraite par répartition, il est structurellement à bout de souffle. Pourquoi? Parce qu'on a un déséquilibre démographique entre les actifs cotisants que nous sommes et les retraités pensionnaires qui grossissent plus vite que le nombre d'actifs. Et cette tendance démographique, elle est certaine. Il suffit de savoir quelles sont les populations qui vont vieillir. Et du coup, on sait que par définition, la proportion d'actifs et de retraités étant déséquilibrée, vous avez un système de pension de retraite qui est déficitaire et qui va donc exploser à moins de faire de l'endettement perpétuel. Okay? Donc la situation avec les retraites est claire et limpide. On a tous un peu une vision un peu angélique en fait de la retraite parce qu'elle est lointaine et parce qu'on ne sait pas vraiment le montant qu'on va vraiment toucher. La vérité, c'est que quand on regarde les informations qui viennent du comité d'observation des retraites, très très peu de Français vont avoir une retraite dite conséquente. D'accord? Le deuxième information sur laquelle on a tendance aussi là à ne pas voir la vérité en face, c'est que la chute, que dis-je, la dégringolade entre nos derniers revenus salariaux et les pensions de retraite sera non pas de moins 10%, mais d'au moins 50%. Ce qui fait que c'est pas en ayant remboursé une résidence principale qu'on aura acheté 10, 15, 20 ans auparavant que ça va suffire à amortir l'atterrissage. La retraite, paradoxalement, si on y songe, ça devrait être le moment où on devrait se la couler douce, avoir du temps libre, les moyens de pouvoir nous occuper, voyager, etc. Et la réalité, c'est que nous allons nous retrouver dans une situation dans laquelle notre reste à vivre sera largement inférieur à celui vécu pendant nos 10 plus belles années salariales. Un atterrissage donc douloureux. Et c'est pas 65 ans que ce sera le moment de se mettre à travailler pour pouvoir essayer de sortir de cet engrenage qui nous tombera dessus comme ça, de façon assez brutale. Donc, le propos dans cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi l'investissement immobilier locatif est, à mon sens, une source d'enrichissement personnel majeur pour créer une source alternative de revenus, soit immédiatement, ou soit évidemment plus tard. Et quand je plébiscite cet investissement immobilier locatif, ce n'est pas pour vous dire d'abandonner votre job, d'être rentier, en vous faisant miroiter qu'on peut être rentier dans l'immobilier dans moins de 3 ans, moins de 5 ans, en moins de 10 ans. Je trouve que c'est une bêtise la plus totale. Soyons super clairs.
je considère que se focaliser sur votre carrière de salarié, profession libérale, pour grimper les responsabilités, gagner plus d'argent, c'est excellent. Pourquoi? Parce que votre rémunération salariale récurrente est le poumon qui alimentera votre capacité à lever des fonds via l'emprunt bancaire concédé par votre banquier. Donc maintenez au contraire ce poumon à pleine capacité, parce que c'est lui qui sera vital pour emprunter dans l'immobilier locatif. Et bien entendu, une fois que vous aurez tout remboursé, vous aurez effectivement cette forme de revenu complémentaire qui viendra au-dessus de cette portion de retraite qu'on a évoquée tout à l'heure. Encore une fois, pour toutes celles et ceux qui, comme moi, ont entre 18 et 55 ans, ont une activité professionnelle stable, quelle que soit votre situation familiale, l'investissement immobilier locatif est à mon avis la meilleure solution pour créer ce patrimoine et engranger des revenus récurrents alternatifs. Il y a 3 raisons. La plus simple, vous l'aurez bien compris, c'est le phénomène de revenus complémentaires perpétuels. Finalement, vous avez déjà acquis cette habitude d'avoir des locataires, de savoir les choisir, de savoir les gérer, de savoir maintenir votre investissement locatif dans un bon état. Vous aurez très peu d'activité pour pouvoir le maintenir à flot. Donc vous aurez cette espèce de revenu perpétuel qui va rentrer comme les pensions de retraite finalement. Le deuxième élément très important, ce sont les effets de levier. Et on va le voir dans le détail. Le troisième, beaucoup moins connu, c'est ce que j'appelle les 4 axes d'enrichissement de l'investissement immobilier locatif qu'on va regarder dans le détail. Il y a d'autres raisons. Vous pouvez les voir à l'écran. C'est une liste exhaustive auquel je me suis prêté d'analyser les forces et faiblesses de l'investissement immobilier locatif. Mais évidemment, dans cette vidéo-là, pour rendre les choses beaucoup plus digestes, sur une durée relativement courte, je vais m'intéresser à celles qui ont un petit smiley, celles qui me semblent les plus puissantes. Donc, prenons-les une après une. La toute première, c'est cette capacité à générer un revenu complémentaire perpétuel passif. On l'a bien vu. L'idée, c'est effectivement d'être un baby salarié, baby profession libérale, et de penser déjà à votre vie à la retraite. C'est quelque chose que cette vidéo vous permet de faire. Alors, l'idée vraiment, c'est la suivante. Empruntez le plus tôt possible pour pouvoir investir, de façon à ce que vous aurez remboursé tout votre emprunt arrivé à la retraite ou avant la retraite, et c'est ce qui vous permettra d'avoir un revenu complémentaire passif important en valeur. Parce qu'une fois que vous aurez payé vos taxes foncières et le reliquat de charges de copropriété que vous ne pouvez pas transférer à votre locataire, c'est quand même 70% que vous transférez au locataire, arrivé à la retraite, vous aurez effectivement un cash flow net très positif et très prévisible, très récurrent. Regardons les chiffres. Prenons le cas d'un bien immobilier T3, acheté en l'occurrence à Marseille, parce que je connais bien ce marché-là, pour une valeur de 200 000 euros, financé sur 20 ans, et loué un peu plus que le marché à 1 000 euros. D'accord? On a une rentable brute ici de 6%. Si je prends les 1 000 euros multiplié par 12 mois, rapporté à 200 000. Faisons fi des frais de notaire pour simplifier simplement le calcul. Ce que je vais faire ici, c'est regarder ce que ça veut dire pour ma première année. Donc, j'ai un loyer de 1 000 euros par mois. Ma mensualité, je l'ai faite ici avec mon fichier Excel, qui me permet, vous voyez ici, j'ai un calculateur que je me suis créé sur une durée de 20 ans par 12 mois, avec ici un taux à 1,20%. Ma mensualité calculée par une formule mathématique qui est ici. J'ai ici le paiement du remboursement d'emprunt, et ici les intérêts. Quand je fais la somme de deux montants, quelle que soit la période sur laquelle ça m'intéresse, je vais tomber sur ici avec un total de 938 euros. D'accord? Donc j'ai à 938 euros. J'ai 100 euros de taxes foncières, 67 euros de charges copropriété qui sont à payer. Donc ça me fait un grand total ici de 105 euros. D'accord? C'est le cash flow négatif que j'ai avant impôt sur le revenu. Multiplié par 12 qui apparaît ici, j'ai donc un effort de trésorerie de 1 256 euros sur la première année. Mais au niveau de mon capital, si je reviens ici sur le pré-amortissement et que je sélectionne ici les 4 derniers mois de 2019, je suis un peu dans le passé, et les 8 premiers mois, j'ai 8 902 euros ici de remboursement de capital. Le bien, dans mon hypothèse de départ, aura pris 1,5% sur un an, donc on n'est pas sur un rythme très important. J'aurais gagné donc sur la première année 10 646 euros. Que se passe-t-il la deuxième année? Je vais avoir mon cash flow qui sera presque équivalent, vous l'avez juste ici à droite. Je vais augmenter
mon loyer de 1,5%. Mon emprunt, lui, ne bougera pas, 938 euros. En revanche, je vais avoir un petit peu plus de taxes foncières. J'ai pris 1,5% ici aussi. Et mes charges propriétaires vont aussi augmenter. Et vous voyez que quelque part ici, l'effort de trésorerie mensuel va légèrement diminuer. Mais il sera quand même ici négatif de 1106 euros. D'accord? Le capital amorti, lui, augmente parce que dans le temps, mes intérêts diminuent et mon capital amorti augmente. Et mon bien, lui, a gagné encore 1,5% par rapport à la valeur que j'avais à la fin de la première année. Donc, j'ai gagné ici, quelque part, je me suis enrichi de 11 057 euros. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que progressivement, la somme d'argent que je dois faire comme effort va se réduire et mon augmentation d'enrichissement, constituée par le fait que mon revenu augmente sensiblement plus que mes charges, lui, ce gap m'est favorable. Conclusion, au bout de la 7e année, je deviens à zéro, ce qu'on appelle break-even en anglais, et vous voyez que si je vais jusqu'à l'année 20, où je n'aurai plus à payer cet emprunt, qui tombe à zéro, c'est subitement 1180 euros par mois qui vont me rentrer, 1200 euros, et ainsi de suite, si on garde le bien. Ça veut dire qu'à la 21e année, on a un cash flow net positif de 14 162 euros, et un bien qui va encore prendre de la valeur, ici, 4 041 euros. D'accord? Donc c'est vraiment intéressant de voir que par le fait qu'on a investi très tôt, on a effectivement un gain qui augmente dans le temps, mais surtout on a un gain très très fort qui rentre comme un effet cliquet dès qu'on a fini de rembourser son emprunt. D'accord? Maintenant, deuxième élément sur lequel je voudrais vous montrer un petit peu la mécanique, c'est sur l'effet de levier. L'idée, encore une fois, c'est de vous montrer tout ceci par un exemple qui va vous sembler, j'espère, aussi concret que possible. Je vais prendre l'exemple d'une histoire vraie qui m'est arrivée avec une très bonne amie à moi, Petra, d'origine franco-américano-allemande. Vous voyez, quelqu'un directrice marketing dans une très belle boîte pharma américaine. Et on était dans une soirée, on était invités, elle était invitée et moi je l'accompagnais. Et on mangeait du petit four. Et elle me parle des fois un peu en anglais ou en américain. Elle me disait I like mops. Je dis, mais ça veut dire quoi, mops? Il y a, en ricanant, en rigolant doucement, comme elle sait très bien le faire, elle m'a dit, mais mops, ça veut dire money of other people. Ou en français, c'est des ADA, l'argent des autres personnes. L'investissement immobilier locatif est très puissant parce que l'effort de levier veut dire que vous allez vous enrichir non pas avec votre propre argent, mais avec l'argent des autres. Je vais creuser un peu plus pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment du concept et de la puissance du concept. Si vous prenez un achat sur la résidence principale, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez au prorata de votre capacité d'emprunt, d'accord? À peu près 33%. Okay. Donc vous allez accumuler du capital, comme on l'a vu tout à l'heure, en remboursant votre emprunt, et vous êtes plafonné en termes de capacité de vous enrichir par votre capacité d'emprunt. Et elle est valable à l'instant T, vous achetez. 5 ans plus tard, même si vous avez gagné plus d'argent par vos revenus, votre emprunt, lui, il est plafonné. D'accord? Maintenant, prenons le cas de l'investissement locatif. Ce qui se passe, c'est que le remboursement des emprunts que vous faites est lié à votre capacité d'emprunter un, deux ou plusieurs biens. Ça veut dire que votre capacité à vous enrichir est plafonnée non pas par votre capacité d'emprunt à vous, 33% de votre revenu, mais par la somme des loyers de vos locataires qui vont venir payer et rembourser l'emprunt. Prenons un exemple encore plus précis. Vous gagnez 3 000 euros. Vous pouvez donc emprunter 1 000 euros, un tiers. Maintenant, prenez une capacité de location qui va vous permettre donc, avec ces 1 000 euros, on a vu tout à l'heure dans la mensualité, vous allez plus ou moins pouvoir acheter un bien de 200 000 euros. Donc vous allez pouvoir vous enrichir d'environ 200 000 euros sur 20 ans. 200 000 euros appréciés à 1,5% sur 20 ans me donne bien 269 371 euros. Bien. Maintenant, avec la capacité d'emprunt qu'on a vu tout à l'heure de 100 euros par mois, supposons qu'on en fait deux. Supposons qu'on est capable d'acheter 2 appartements de 200 000 euros chacun, avec un effort de trésorerie qui est de 100 euros au début et qui disparaît pour devenir zéro au bout de 7 ans. Vous avez donc une capacité d'enrichissement qui correspond à 1 000 euros de loyer pour le premier appartement
et 1000 euros de plus pour le deuxième appartement, avec un investissement personnel réel que de 100 euros et 100 euros d'effort sur les premiers cette année. Et donc, votre appréciation prévisionnelle d'enrichissement est de 2 fois 270 000 euros, soit 538 000 euros pour 2 fois 100 euros d'effort trésorerie. Vous voyez bien que dans le cas de l'habitation principale, où la capacité d'enrichissement est plafonnée à 269 000 euros à cause de cet emprunt qui est que de 1 000 euros par mois, en empruntant 2 fois 1 000 euros par mois, mais avec un effort de trésorerie de 2 fois 100 euros, le gain d'appréciation est le double de ce que vous pouvez faire avec une habitation principale. Et là, c'est juste si vous prenez que 2 appartements. Imaginez si vous culbutez que vous en prenez beaucoup plus. D'accord ? Pour l'exprimer autrement, l'immobilier locatif, c'est quoi? En fait, c'est une levée de fonds. Je vous explique. À la banque, les particuliers déposent leur argent sur un compte courant ou sur des prêts livrés A ou autres, qui vont au passif de la banque. Et l'actif de la banque, c'est là où la banque, les personnes à qui la banque va prêter de l'argent. Donc la banque, elle emploie les liquidités déposées par les entreprises et par les particuliers pour l'employer à des crédits à la consommation, et en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est les emprunts. Donc concrètement, ce que vous faites en faisant un prêt pour acheter un bien immobilier locatif, vous faites une levée de fonds avec l'argent des épargnants et pas le vôtre. Ok? Ça me semble pas mal. Et si on continue la logique encore plus, en faisant une demande de prêt immobilier locatif auprès de votre banque, et en le faisant dans le cadre d'une loi de défiscalisation, une partie de cette économie d'impôt qui va être utilisée pour rembourser votre emprunt, quelque part, ça veut dire que vous utilisez de l'argent des contribuables pour participer à votre enrichissement à vous. Ça me semble assez puissant comme façon de voir les choses. Chose que vous ne pouvez pas faire de cette manière-là pour une simple résidence principale. Donc, vous l'avez compris, l'effet de levier est très puissant. Et il vous permet de pouvoir donc avoir une accélération de votre enrichissement à terme qui est sans commune mesure. Je vais vous le montrer en prenant un document Excel qui vous explique le même concept, mais différemment. Si je vais sur le deuxième onglet qui est ici, je prends le même exemple, et ici, pour le besoin de l'exercice, j'ai augmenté de 100 euros le loyer. Juste encore une fois, pour le même exercice. Je vais prendre 2 cas. Le cas où à droite, je vais avoir ici un apport de 5 000 euros. Donc j'ai un emprunt de 195 000 euros. La mensualité est un peu plus basse qu'on a vu tout à l'heure, elle sera de 914 euros. Et ici, je veux moins faire l'effet de levier, je veux apporter 100 000 euros et donc faire un emprunt que de 100 000 euros. Dans les 2 cas, j'ai bien un loyer ici qui est de 1 100 euros. Ça, on est d'accord dans les 2 cas. Donc je l'indique ici dans mon document Excel. La mensualité sera complètement différente parce que forcément, j'emprunte beaucoup moins. Taxe foncière à peu près équivalente, charge professionnelle ici à peu près équivalente, peu importe. On voit bien que dans le cas qui est ici, j'ai un cash flow positif avant impôt que de 53 euros, et ici 498 euros. Au bout d'un an, ici on a donc 53 par 12, alors qu'ici on a 498 par 12. Donc on a un cash flow positif qui est bien meilleur, parce qu'on a apporté 100 000 euros dans l'investissement immobilier. Le capital amorti sera bien moindre ici, parce qu'on a emprunté moins, même si on a la même durée de financement. Donc, on a quelque part sur la même durée de financement un capital amorti qui est supérieur ici à celui que vous avez là. Donc, votre enrichissement hors appréciation du bien, qui est la même, parce que c'est le même bien, d'accord, est de 9 304 euros dans le cas d'un apport à 5 000 euros et de 10 419 euros dans le cas d'un apport à 100 000 euros. Conclusion, pour un montant investi initial de 5 000 euros, j'encaisse 9 304 euros de gain d'enrichissement. Alors que dans le cas qui est ici, les 100 000 euros, il faut rapporter 10 000 euros à 100 000, donc j'ai un rendement de 10%. Ici, il faut rapporter 9 304 euros d'investissement de 5 000, et ça rapporte 186%. Sans oublier que les 95 000 euros que vous n'avez pas investi dans l'immobilier, vous allez pouvoir les placer par ailleurs, ce qui vous rapportera encore plus d'argent. Donc voilà un deuxième exemple de levier, de comparaison qui vous montre la puissance de l'effet de levier. Entre apporter du cash pour pouvoir investir ou minimiser cet apport en cash, ou l'investissement où vous êtes entre guillemets plafonné dans votre effet de levier par votre capacité d'emprunt pour votre résidence principale, et comment vous pouvez, avec un apport de 100 euros par mois,
avoir un effet de levier, un effet d'accès, un enrichissement par l'immobilier qui est bien meilleur dans l'investissement immobilier locatif. Pour parler maintenant du troisième élément qui est les 4 facteurs d'enrichissement et d'investissement immobilier locatif. On en a parlé de quelques-uns d'entre eux. On a parlé typiquement de la captation du prêt. Le prêt étant capitalisé, étant remboursé à la banque, quand on va sortir de l'investissement, on va tout de suite toucher une somme d'argent assez importante. On a parlé du deuxième élément qui est commun à l'asset principal, qui est l'appréciation du bien dans le temps. D'accord ? Le troisième élément, c'est le cash flow mensuel. Et on va regarder ce que ça veut dire. D'accord ? On a pris des exemples de 53 €, on a pris des sommes. On va regarder ce que ça veut dire dans le temps et essayer de voir qu'est-ce que cela veut vraiment dire. Quel est l'élément qui est le plus important, le plus puissant de ces 4 facteurs d'enrichissement ? Et le dernier, c'est la défiscalisation. En prenant un avantage de type de Normandie ou de Pinel, vous acquérez finalement une somme de cash flow complémentaire que vous allez pouvoir utiliser grâce à cet investissement-là. Prenons les mêmes cas qu'on a vu tout à l'heure. Prenons un bien d'une valeur de 200 000 €. On voit la courbe en bleu qui correspond, comme vous pouvez le voir ici, au remboursement cumulé. Donc, comme je rembourse petit à petit une somme, j'ai bien ici un capital qui, au bout de 15 ans, a une valeur de 54 000 € qui reste à rembourser à la banque. Il me reste encore 5 années de remboursement de prêt. Donc, de 2019 à avril 2034, on a un reliquat de 54 000 € qui reste à la banque. Entre-temps, en prenant une estimée ici d'une croissance de 1,5% par an en moyenne, évidemment, c'est une estimée, mais il faut regarder un peu le passé du marché immobilier en France. Je suis relativement conservateur ici, même s'il y a encore des régions en France qui sont plutôt en déflation depuis 10 ans. Globalement, le marché est en croissance depuis la dernière crise que nous avons eue en 2008-2009. Bien, donc nous avons un bien qui, sur 15 ans, aura atteint la valeur de 250 000 €. Un peu moins que sur 20 ans, forcément. D'accord ? La différence entre les deux, donc c'est 250 000 € moins 54 000 €, c'est ce qu'on appelle l'equity. C'est la valeur de l'actif immobilier que vous avez effectivement constitué, net de ce qui vous reste à rembourser en emprunt. D'accord ? Deuxième élément, le cash flow. On a vu, il sera négatif légèrement les premières années pour trouver un point d'équilibre au bout de 7 ans et redevient positif. À la fin des 15 ans, on parle de 3 000 € à peine cumulés. Pas grand-chose. Enfin, le remboursement d'emprunt Pinel. Si on prend 200 000 € multiplié par 18% et rapporté sur les 9 années auxquelles les 18% sont alloués, on a 40 000 € pris divisé par 9 et donc que l'on aura encaissé. Donc vous voyez la structure, quand on regarde vraiment ce que l'investissement immobilier locatif veut dire, dans les hypothèses que nous avons prises actuellement, qui sont loin d'être idiotes, vous voyez bien la masse d'enrichissement sur la durée de détention de 15 ans. On voit bien quand même que tout le discours autour de la rentabilité qui est importante, c'est de déclencher du cash flow net positif, c'est pas si important que ça. Parce que finalement, quand on regarde bien les enseignements ici, numéro 1, c'est du long terme. On n'est pas là pour faire de la spéculation sur 2-3 ans. Deuxièmement, l'effort de trésorerie que vous faites, de 100 € ou de 200 € si vous doublez ce que je viens de voir à l'instant, il est extraordinaire en termes d'enrichissement. Grâce à l'effet combiné de ces 4 axes d'enrichissement qu'on vient de voir précédemment, notamment le tout premier, c'est votre vitesse de remboursement de votre capital qui, ici, génère le plus gros gain avant l'appréciation du bien, ici de 50 000 €. Le troisième, c'est la réduction d'impôt sur le revenu, 40 000 €. Et c'est que vraiment à la fin, que le cash flow net que vous avez sur le compte bancaire sur lequel vous avez domicilié les revenus et le remboursement d'emprunt va venir effectivement vous enrichir. D'accord ? Donc certainement bien un peu plus rentable, vous rapporterez plus de cash flow net, mais vous n'aurez jamais une somme de 100 000 € qui va être déposée sur un compte bancaire au bout de 15 ans, juste parce que vous avez effectivement encaissé 300, 400 € net par mois de cash flow positif. Alors certes, dans le cadre d'un investissement dans le neuf, comme vous payez une surcote sur ce bien de 100 000 € par rapport par exemple à un ancien qui sera à 185 000 €, vous ne voudrez pas une prestation de 50 000 €. Elle sera peut-être nulle, peut-être juste que de 10 ou 15 000 €. Mais encore une fois, vous voyez, ça ne changera pas la proportion de la source d'enrichissement. En résumé, vite, dépêchez-vous.
Le temps joue avec vous. Plus tôt vous vous mettez à investir, plus tôt vous allez bénéficier de cet accroissement majeur de votre richesse, qui vous permettra non seulement d'avoir un patrimoine important, mais plus important, de compléter vos revenus de retraite par une somme d'argent qui va rentrer tous les mois, qui sera perpétuelle, qui sera passive parce qu'elle sera pas liée directement à votre effort quotidien ou mensuel pour l'obtenir. Que vous ayez un objectif finalement de constituer un patrimoine, ou de générer un cash flow positif, ou de constituer par exemple une somme d'argent disponible dans 10 ans parce que votre fille de 10 ans aura 20 ans et que vous savez que vous aurez des frais plus importants de scolarité. Tant que vous avez entre 18 et 55 ans, vous avez donc une visibilité de 10 à 15 ans minimum devant vous. À mon sens, l'investissement immobilier est, avec les conditions d'emprunt bancaire actuelles, je pense la meilleure stratégie pour pouvoir investir dans le cadre de structures juridiques et fiscales évidemment adaptées pour pouvoir atteindre ces objectifs que je viens de dire à l'instant. Merci pour votre attention et j'espère, n'hésitez pas à laisser des commentaires un peu au-dessous et j'espère à une prochaine vidéo.